Au cœur du jardin public de Bordeaux se dresse un bien bel édifice, bâti pour être un hôtel particulier et qui accueille depuis 1862 le Muséum d'histoire naturelle de la ville. Et c'est ici que je me rends, aujourd'hui, pour cet épisode, et plus précisément au sous-sol, au niveau des expositions temporaires, pour y découvrir Afrique savane sauvage, présentée ici jusqu'au 25 avril 2021. Parmi les remarquables spécimens de la brousse visibles dans cette exposition colorée, outre ce fier et valeureux phacochère, ou cette impressionnante collection de crânes et de squelettes d'éléphants, je m'arrête plus en détail pour admirer l'une de mes espèces préférées et le sujet de cet épisode, le rhinocéros noir. C'est vrai qu'avec leurs grandes cornes et leur large carrure grise, les rhinocéros sont l'une des silhouettes les plus reconnaissables de tout le règne animal. Il en existe aujourd'hui 5 espèces. 3 en Asie, le rhinocéros indien, le rhinocéros de Sumatra et le rhinocéros de Java. Malheureusement pour les deux dernières, il reste moins de 100 individus sauvages. Et 2 en Afrique, le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir, qui sont tous les deux parfaitement gris. Éric Blanc. Noir. Gérard Blanc. Blanc. Très bien. Michel Noir. Blanc. Très bien. Attention, il y a un piège. Rhinocéros noir. Gris. Alors à ce sujet, l'anecdote que vous entendrez partout, c'est que tout ça vient d'une erreur de traduction. Les premiers colons européens arrivés en Afrique du Sud, les Néerlandais, auraient remarqué la bouche particulièrement large du plus gros des rhinocéros et auraient donc utilisé le terme white pour la décrire. Les Anglais arrivés après auraient déformé ça en white, ce qui aurait donné white rhinoceros, et pour la deuxième espèce, black rhinoceros par opposition, et en français, on se contente de traduire, rhino blanc, rhino noir. Sauf qu'ici on est sur Antenzo, et on est là pour briser un petit peu les clichés et les idées préconçues. Et la vérité, c'est que d'après des études linguistiques, cette mignonne petite histoire de traduction ne tient pas la route. Le chercheur Kees Hoogmaker a par exemple prouvé qu'on n'avait aucune trace de l'existence de l'utilisation du terme wild par les Néerlandais pour le rhinocéros. Il propose d'ailleurs au passage pas moins de 10 autres théories qui pourraient expliquer ces dénominations blanc et noir sans qu'aucune ne soit vraiment concluante. Encore un mystère pour la science, n'hésitez pas à nous dire si vous avez votre hypothèse. Là où la légende trouve toujours son fond de vérité, c'est qu'effectivement, pour distinguer les deux espèces de rhinocéros africains, il ne faut pas regarder la couleur, il faut regarder la bouche. Le rhinocéros blanc est un paisseur, du verbe paître. C'est un brouteur d'herbe, il a une large bouche carrée. La bouche du rhinocéros noir est beaucoup plus fine et elle cueille les feuilles et les rameaux des buissons et des arbustes à l'aide de sa lèvre supérieure préhensile. Si tu veux comparer avec les animaux de la ferme que tu connais, le rhinocéros blanc c'est plutôt une vache et le rhinocéros noir plutôt une chèvre. Bon, il y a aussi une différence de gabarit. L'individu qui est derrière moi était un beau mâle, Kata Kata, qui de son vivant faisait 3,50 m de long pour 1100 kg, 1 tonne 100. Mais les rhinocéros blancs peuvent atteindre 4 mètres de long pour 3 à 4 tonnes. C'est facile, hein? Aujourd'hui sur la terre ferme, rien n'est plus lourd qu'un rhinocéros blanc, à part un éléphant. L'allure préhistorique des rhinocéros nous plonge dans le passé et nous raconte une magnifique histoire, celle d'une famille d'animaux particulièrement bien adaptés et taillés pour la survie. La lignée prestigieuse des rhinocéros commence il y a 40 millions d'années et compte parmi ses rangs quelques-uns des plus incroyables animaux qui ont foulé la Terre. Comme par exemple les indricotères, ces rhinocéros girafes de 9 mètres de haut qui sont les plus grands de tous les animaux terrestres ayant jamais existé. Ou encore le fameux rhinocéros laineux, dont nos ancêtres nous ont laissé quelques jolis dessins et qui vivait dans toute l'Eurasie durant le Pléistocène. À cette époque, chaque région, chaque écosystème de l'hémisphère nord comptait au moins une espèce de rhinocéros. C'est une famille venue du froid qui a conquis petit à petit les terres chaudes des tropiques. Le rhinocéros noir, quant à lui, est apparu il y a 4 millions d'années. C'est l'un des plus anciens et historiquement l'un des plus abondants représentants de la faune africaine. Avant l'intervention des humains, on va en reparler, on le retrouvait dans tous les milieux ouverts de l'Afrique subsaharienne. Marécages, savanes humides, prairies, régions semi-désertiques, déserts rocheux. Là, on est en train de parler d'un pionnier, d'un conquérant, d'une machine de guerre capable de vivre dans le désert du Damaraland en Namibie, comme dans les montagnes d'Aberdare à presque 3000 mètres d'altitude au Kenya. Le rhinocéros noir est particulièrement adapté pour survivre dans les environnements arides. Il peut passer 5 jours sans boire.
bon, ne faites pas ça chez vous, et se nourrit de plantes épineuses, voire toxiques, comme par exemple les euphorbes, dont le simple contact des feuilles brûlerait une peau humaine. Lui, il s'en met plein la bouche. Mais les rhinocéros ne sont pas des ruminants et leur système digestif n'est pas des plus efficaces. Conséquence, ils doivent passer la moitié de leur temps à manger. Alors essentiellement aux heures fraîches du petit matin ou de la soirée. La journée, le rhinocéros la passe la plupart du temps affalé, paisiblement, dans une mare de boue bien fraîche qui protège des insectes et des coups de soleil sa peau qui est plus fragile qu'on ne croit. Avant d'être présenté au Muséum de Bordeaux et de servir de magnifique support de sensibilisation à la faune africaine, Kata Kata vivait au bioparc de Douai-la-Fontaine, à côté de Saumur. On en a déjà parlé dans notre épisode sur les vautours, ça serait sympa d'y faire un tour, non ? Et voilà, grâce à l'incroyable magie des effets spéciaux, je suis au cœur de la vallée des rhinocéros du bioparc de Douai-la-Fontaine. Il y a derrière moi 2 grands territoires, ça c'est nécessaire pour séparer mâles et femelles, car le rhinocéros noir, contrairement au rhinocéros blanc qui peut vivre en grand troupeau, est un petit peu rhinocérotrope. Il n'apprécie pas vraiment la compagnie de ses congénères, et c'est rien de le dire, puisqu'on estime que dans la nature, 50% des rhinocéros noirs mâles et 30% des femelles meurent des suites d'un affrontement. C'est le plus haut taux de combat mortel au sein de la même espèce chez les mammifères. Mais si vous n'êtes pas un rhinocéros noir, et a priori c'est pas le cas, vous n'avez pas à vous inquiéter. Son agressivité vis-à-vis des humains est très exagérée par la légende. En fait, les rhinocéros ont une très mauvaise vue. À 20 mètres, ils voient déjà flou. Donc s'ils pressentent un danger, ils chargent pour impressionner, pour intimider, mais surtout pour se rapprocher et pour mieux voir. Bon, on n'imagine pas qu'une grosse bête comme ça puisse atteindre les 55 km/h et faire volte-face en pleine course, mais ça reste quand même le moins dangereux des grands mammifères africains pour l'homme. Il vaut largement mieux en croiser qu'un lion, un éléphant ou, le pire de tous, l'hippopotame. En général, quand des rhinocéros croisent des humains, c'est plutôt pour les rhinocéros que ça tourne mal. Et la raison, vous la connaissez, on la connaît tous. C'est cette corne, cette arme de défense que les rhinocéros portent désormais au milieu de leur front comme une croix sans le savoir. Cette corne, qui n'est constituée, je le rappelle, que de kératine et de calcium, donc en gros c'est du cheveu, c'est de l'ongle, cette corne a dans la médecine traditionnelle asiatique des vertus miraculeuses de guérison contre certaines fièvres et maladies. Ah oui, l'histoire comme quoi les Asiatiques s'en servent d'aphrodisiaque, ça aussi c'est plutôt une légende urbaine un poil raciste qui a été inventée par les Occidentaux. Dans les années 80, c'est le Yémen qui a failli causer la disparition des rhinocéros avec une très forte demande de cornes pour en faire des manches de poignard. Mais des hauts dignitaires musulmans ont demandé à leurs fidèles de laisser tranquilles les grosses bêtes et ça a plutôt bien marché. Et dans les années 2000, c'est le Vietnam qui a connu une très grosse demande suite aux déclarations d'un haut responsable politique qui a estimé qu'il avait guéri d'un cancer suite à la consommation de cornes de rhinocéros. Aujourd'hui, elle vaut tellement cher cette corne qu'elle sert de marqueur social et elle est consommée par la bourgeoisie asiatique en signe de richesse. Mais si c'est vraiment la corne qui intéresse les braconniers, pourquoi est-ce qu'on la coupe pas et qu'on laisse pas les rhinocéros tranquilles ? C'est un peu plus complexe que ça. Comme on l'a vu, la corne, c'est de l'ongle, donc ça repousse régulièrement. Et aujourd'hui, elle vaut tellement cher au kilo que les braconniers sont prêts à tuer juste pour en prélever un tout petit morceau. Ça veut dire qu'il faudrait très régulièrement endormir, anesthésier et couper la corne des rhinocéros. Et ça, c'est pas gérable. D'autres procédés sont en cours, comme celle d'injecter dans la corne de rhinocéros une substance qui la rendrait impropre à la consommation, mais les résultats restent à prouver. Non, mais ce qu'il faut, c'est réussir à protéger le pack complet, le rhinocéros et sa corne. Il faudrait réussir à pas dissocier les deux. D'ailleurs, rhinocéros en grec, à la base, ça veut dire nez-corne. Ouais, ils sont pas trop foulés les Grecs là-dessus, c'est vrai. À long terme, les mesures qui paraissent le plus utiles et efficaces, c'est celles qui sont faites en Asie à sensibiliser et informer les jeunes populations pour tout simplement faire baisser la demande. Et on peut, c'est ce qui s'est passé en Europe pour l'ivoire d'éléphant par exemple. Ça nous choquerait d'acheter des objets en ivoire alors que, soyons honnêtes, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents l'auraient fait ou l'ont peut-être fait. L'ampleur du braconnage des rhinocéros vous démoralise peut-être un peu, mais la bonne nouvelle, c'est que ça va mieux. Et surtout que dans l'histoire récente, l'homme a déjà réussi à sauver de l'extinction 2 espèces de rhinocéros. Au début du XXe siècle, les rhinocéros blancs et les rhinocéros indiens étaient au bord de la disparition. Au pire de la crise, il ne restait en tout et pour tout plus que 100 rhinocéros blancs sauvages dans la nature en Afrique. Aujourd'hui, même si le braconnage continue, ils sont 20 000. Ça fait quand même une belle pente de remontée. Alors on pourrait tout à fait rééditer l'exploit avec leurs petits cousins les rhinocéros noirs, surtout qu'à la base, c'était eux les plus abondants. On estime qu'ils étaient 1 million dans toute l'Afrique en 1900, ils n'étaient plus que 2500 il y a 30 ans, et aujourd'hui,
il serait à peu près 5000 et la population augmente lentement mais sûrement. Elle reste malheureusement très inégalement répartie. Plus de 95% des rhinocéros noirs sauvages se retrouvent dans 4 pays. Afrique du Sud, Namibie, Kenya, Zimbabwe. Aujourd'hui, on procède à des translocations, c'est-à-dire qu'on capture des rhinocéros dans une zone où ils sont très abondants pour les déplacer dans une zone où ils avaient disparu. Ça a été fait au Malawi par exemple, et en juin 2019, 5 rhinocéros noirs nés dans les parcs zoologiques européens, dans le cadre du programme international de reproduction, ont été envoyés au Rwanda pour qu'ils foulent la terre que peuplaient des rhinocéros avant eux mais qui avaient disparu là depuis plus d'une décennie. Au Bioparc, on n'a pas encore participé à ces missions de réintroduction, mais c'est bien sûr un souhait et un projet de toute l'équipe, comme c'est déjà le cas ici pour les vautours de France et d'Europe depuis plus de 30 ans. Ça, vous avez pu le voir, je vous renvoie à notre épisode 4. Bon, pour le rhinocéros, le truc c'est qu'il ne faut pas être pressé, quoi. C'est l'éloge de la lenteur, même en amour. Ça commence par un accouplement qui peut durer des heures, qui débouche sur une gestation de 15 à 16 mois, dont sortira un seul petit qui sera mature sexuellement au bout de 7 ans, qui a piano va sano. Et malgré ça, si on les protège bien, les populations réaugmentent relativement vite. Il faut quand même prendre en compte la base des besoins essentiels de l'espèce. Une translocation au Kenya s'est soldée par la mort de tous les rhinocéros qui avaient été déplacés, et on s'est rendu compte après coup que le territoire où ils avaient été lâchés ne contenait que des points d'eau salés. Ça marche moins bien, hein. Une étude qui a été menée dans le parc d'Etosha en Namibie a prouvé que 99% des rhinocéros noirs se situaient à moins de 15 km d'une source d'eau potable. Et ça, c'est une problématique très importante à prendre en compte dans le contexte de réchauffement climatique, de désertification. C'est que de très vastes territoires d'Afrique pourraient devenir inaptes à la survie de certaines espèces. La situation cette année a été très difficile à cause du Covid. Il est très délicat de savoir si ça a été profitable ou pas à la nature. Les braconniers ont peut-être été moins actifs, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les rangers ont eu beaucoup moins de possibilités d'aller sur le terrain, de travailler en équipe, d'accueillir des touristes et donc d'avoir aussi des revenus. Et ça devient compliqué de savoir si la faune est protégée ou pas. Voilà, l'épisode est fini, j'espère qu'il vous a plu. Donc on remercie grandement le Muséum de Bordeaux et le Bioparc de La Fontaine de nous avoir accueillis pour ces tournages. N'hésitez pas à suivre les deux établissements sur les réseaux sociaux. Et puis allez visiter, vous apprendrez plein de choses sur les animaux du monde entier, comment les étudier, comment les protéger. Si l'épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner sur YouTube juste en dessous, à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser des petits j'aime et des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir, ça nous permet de nous améliorer et ça aide grandement notre visibilité. On se retrouve bien sûr très bientôt pour de nouveaux animaux incroyables. D'ici là, continuez de vous émerveiller. Faites bien attention à protéger les licornes et à très bientôt sur Antenne Zoo.